Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'immigration. Pourquoi? Tout d'abord, vous savez très bien, vous avez vu le phénomène médiatique Zemmour et d'une manière générale les préoccupations des Français. Ce n'est certes pas la première préoccupation des Français, il y a aussi le pouvoir d'achat, l'écologie, les services publics, la sécurité et autres sur lesquels j'entends bien évidemment revenir et expliquer le lien avec l'Union européenne lors de prochaines vidéos, mais ce sera un sujet majeur de la présidentielle et ce seront tous ces sujets-là des sujets majeurs de la présidentielle. Alors pourquoi j'ai voulu traiter aujourd'hui spécifiquement de l'immigration? C'est parce que j'ai vu un tweet en fait de Xavier Bertrand samedi dernier qui m'a fait beaucoup rire puisque Xavier Bertrand expliquait qu'il fallait reprendre le contrôle de l'immigration justement. Et venant de Xavier Bertrand, c'est à mourir de rire. Mais disons que ce n'est pas le seul à dire ça, à parler d'un référendum sur l'immigration. Il y a eu évidemment Éric Zemmour qui en a parlé, il y a eu Marine Le Pen, il y a même eu Michel Barnier qui voulait faire un référendum sur ce sujet-là. Et ne rigolez pas, il y a même eu Valérie Pécresse. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et de dire en fait, est-ce qu'on peut réellement reprendre le contrôle de l'immigration dans le cadre de l'Union européenne? Ce qu'il faut déjà savoir d'emblée, c'est que une immense majorité des compétences migratoires ont été transférées à l'Union européenne dans le cadre du traité d'Amsterdam. Il avait été signé en 1997, il est entré en vigueur en 1999. Et quand on regarde à l'heure actuelle les traités de l'Union européenne, c'est manifeste en fait que la plupart des compétences migratoires sont au niveau de l'Union européenne. Il suffit de regarder entre autres les articles 67, 77, 78 et 79 du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Grosso modo, si vous prenez l'article 67 du TFUE, c'est celui qui définit le cadre global et il explique bien qu'il y a une politique commune en matière de frontières intérieures, absence de contrôle aux frontières, extérieures, politique commune en matière de droit d'asile et politique commune en matière d'immigration, donc de façon plus générale. C'est précisé dans les autres articles. L'article 77 va définir concrètement qu'il y a une absence de contrôle aux frontières, ce qui est complètement dingue en soi. L'article 78 va lui définir ce qu'est la politique commune en matière de droit d'asile. Et l'article 79, qu'est-ce que c'est que cette politique commune au niveau de l'immigration? Et en fait, que l'on regarde finalement l'immigration légale ou l'immigration illégale, vous allez voir le poids énorme de l'Union européenne en fait et le verrou considérable qu'elle représente. Si vous prenez l'immigration légale, il faut savoir qu'en France, si on prend les chiffres de l'INSEE, c'est 272 000 personnes en 2019, donc c'est évidemment conséquent. C'est pas qu'on comprend que c'est une préoccupation des Français. 272 000 personnes, en un quinquennat, en 5 ans, ça fait 1,36 million de personnes. C'est plus que la deuxième ville de France, Marseille. Donc il est évident que si on veut reprendre le contrôle de l'immigration, si on veut assimiler les gens qui arrivent, il faut réduire de manière drastique les flux. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, et vous allez voir ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne. Et quand on regarde en fait le détail de ces chiffres, on voit que le tiers, le plus gros pourvoyeur de l'immigration légale, qu'est-ce que c'est? C'est au niveau de l'octroi des titres de séjour, c'est des raisons familiales, donc le regroupement familial. Or, le regroupement familial, il faut savoir qu'il est gravé dans le marbre au niveau de l'Union européenne depuis 2003 via la directive 2003/86/CE qui définit en fait une obligation du regroupement familial. Certains vont dire évidemment oui, le regroupement familial c'est français, ça date de Giscard. Oui, sauf qu'à l'époque quand c'était niveau national, un nouveau gouvernement pouvait arriver et abroger en fait cette loi. Quand c'est une directive au niveau de l'Union européenne, à partir du moment où vous restez dans l'Union européenne, vous serez obligé de l'appliquer. Et ça, c'est une grande différence. Ça veut dire que maintenant, ce qui est une simple loi est gravé dans le marbre au niveau de l'Union européenne. Donc on voit bien en fait que si on veut lutter sérieusement contre l'immigration, si on veut réduire les chiffres, ça ne sera pas possible en fait dans le cadre de l'Union européenne pour ce qui concerne l'immigration légale. Et ne me parlez pas d'ailleurs
C'est les exemples qu'on donne tout le temps de ceux qui vous disent ce n'est qu'une question de volontarisme. Regardez, on peut le faire dans le cadre de l'Union européenne. Il y a souvent deux pays qu'on nous donne à chaque fois. Ces deux pays, ce sont la Hongrie d'un côté, la Pologne de l'autre. Mais sauf que ce sont des exemples complètement bidons et il faudrait être sérieux. Si vous prenez les deux pays, l'immigration dans ces deux pays, en 15 ans, a explosé. Si vous prenez de 2005 à 2019, la Hongrie, on est passé de 27 000 immigrés par an à 89 000, ça a fait plus que x3. Il faut savoir que ça a plus que doublé sur les 6 dernières années pour tous ceux qui vénèrent Orban. Pour la Pologne, c'est encore pire, on est passé de 9 000 immigrés par an en 2005 à 227 000 en 2019, c'est du x25, donc là aussi ça a littéralement explosé. Donc ça montre bien que ce n'est pas viable. Et là, quand on dit ça, il y a certains identitaires qui vont nous dire « Oui, mais ce n'est pas une immigration extra-européenne, etc. » Oui, sauf que la situation de ces deux pays est strictement incomparable avec la France. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, ces pays-là, leur gros problème, ce n'est pas un problème d'immigration, ce sont des pays d'émigration. Ça veut dire que toute leur force vive, en fait, va dans les différents pays, notamment les pays occidentaux, et donc les pays occidentaux, dont la France, même si ce n'est pas la destination privilégiée, il y en a beaucoup en Allemagne et ailleurs, donc ces pays-là perdent leur force vive. Et en fait, ce sont des pays qui n'ont rien à voir avec la France et dans lesquels aucun citoyen du monde ne veut aller, justement. Si ce n'est les citoyens des pays limitrophes, comme l'Ukraine, qui sont encore plus pauvres. Mais en fait, ça ne change absolument rien au fait qu'ils subissent une immigration colossale, et l'immigration ukrainienne, c'est la concurrence déloyale s'il en est. Je rappelle quand même que le salaire minimum en Ukraine est de 116 € par mois, donc vous vous rendez bien compte que ces gens qui arrivent sont payés au lance-pierre, et qu'il faut une concurrence à la baisse sur les salaires, et les salaires notamment des Polonais et des Hongrois qui sont encore chez eux. Donc en fait, ça montre bien la réalité. De toute façon, le reste du monde ne veut pas aller là-bas, et il y a quand même cette pression migratoire qui est colossale. Il y a un autre exemple en fait dont on nous parle souvent, c'est Salvini, qui est un petit peu l'équivalent de Marine Le Pen en Italie, parce que Salvini était ministre de l'Intérieur. Et Salvini, comme Viktor Orban, faisait énormément de communication au niveau de l'immigration. Alors certes, l'immigration illégale avait baissé, puisque on était passé de, je crois, en 2017 de 120 000 par an à une vingtaine de milliers entre 2017 et 2018, sauf que ça n'a rien à voir avec Matteo Salvini, puisque c'était un accord du gouvernement de l'époque du Parti démocrate, l'équivalent du PS, qui avait signé en 2017 un mémorandum avec la Libye, en fait, qui paye les gardes-côtes libyens pour qu'ils empêchent le passage des immigrés. Donc cette immigration illégale avait fondu drastiquement avant même l'arrivée de Matteo Salvini au ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde, Matteo Salvini était entre 2018 et 2019 ministre de l'Intérieur en Italie, les chiffres de l'immigration légale n'ont absolument pas baissé. Ce sont les mêmes chiffres en 2018-2019. La preuve, s'il en est, en fait, qu'on ne peut absolument rien faire contre l'immigration légale tant qu'on est tenu par l'Union européenne. Si on regarde maintenant l'immigration illégale, je veux dire, c'est la même chose. L'Union européenne est un boulet considérable pour lutter contre l'immigration illégale en France. Le premier point, c'est évidemment l'espace Schengen, et même l'Union européenne, mais en général, je vous l'ai dit, assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Donc évidemment, un immigré illégal, au lieu de passer 4, 5, 6 frontières, n'a qu'une frontière à passer, et après, il peut aller librement partout, notamment en France. Donc Schengen est un boulet pour lutter contre l'immigration illégale. Et il y a aussi la problématique du droit d'asile et de la jurisprudence d'une manière générale de la CJUE et de la CEDH, la Cour de justice de l'Union européenne, et la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que l'appartenance et disons la jurisprudence de la CEDH est mécaniquement intégrée dans le droit européen et est repris parce que, notamment l'article 6 du traité sur l'Union européenne, le TUE, postule justement l'attachement à ces valeurs et aux règles de la Cour européenne des droits de l'homme. Et si vous regardez après, pour ce qui est d'autres arrêts en fait, de l'Union européenne, il faut bien comprendre que le délit de séjour irrégulier
est banni dans l'Union européenne du fait d'arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, des arrêts de 2011 et de 2012, les arrêts El Drigui en 2011 et Ségor en 2012, qui en fait appliquent une directive qui avait été là aussi établie en 2008, la directive 2008-115-CE, la fameuse directive retour, qui empêche de pénaliser un séjour irrégulier. Donc en fait, vous pouvez être en situation irrégulière, ça ne posera pas de problème vis-à-vis de la loi. Et il y a le deuxième volet dans le cadre de l'immigration illégale, c'est toute la problématique du droit d'asile. Puisque le droit d'asile a été considérablement dévoyé. Historiquement, qu'est-ce que c'était le droit d'asile? C'était vraiment des personnes persécutées, un artiste ou autre. On parlait, enfin ça n'existait quasiment pas dans les années 50-60, c'était quelques dizaines de personnes. En 1973, les demandeurs d'asile, c'était 1600 personnes. On est passé maintenant en 2012, c'était 61 000 personnes. Et en 2019, c'est 178 000 demandes de droit d'asile. Donc on n'est plus du tout dans un phénomène de droit d'asile, mais c'est une immigration là aussi complètement déguisée. C'est un principe de droit d'asile qui est totalement dévoyé. Et quand on regarde les chiffres, le problème en fait, c'est que vous ne pouvez quasiment pas, dans le cadre de cette jurisprudence de la CJUE et de la CEDH, vous ne pouvez quasiment pas expulser tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile. Il faut savoir que sur les 178 000 demandes, vous n'avez environ que 20%, il y en a 20% qui obtiennent un titre de séjour réellement pour le droit d'asile, donc 80% qui ne l'obtiennent pas. Et après, vous avez environ 18 500 expulsions par an, c'est les chiffres de 2019, ça ne représente que 13% des gens qui devraient être expulsés. Donc toute cette immigration qui est illégale de facto, puisque le droit d'asile est débouté, reste sur le territoire. Donc ce serait à ajouter à ce chiffre de 272 000 dont je vous parlais auparavant. Il est évident que ce sont des chiffres quand on est dans un contexte où on a 6 millions de chômeurs, où il y a déjà énormément de population immigrée, c'est très difficile d'assimiler, c'est quelque part de la folie en fait de faire ça. Donc on comprend les préoccupations des Français sur ces questions-là. Mais comme je l'ai expliqué dans cet exposé, il faut bien avoir en tête le rôle de l'Union européenne en matière migratoire et l'incompatibilité en fait d'un référendum sur l'immigration ou de mesures qui se veulent plus restrictives au niveau de l'immigration dans le cadre de l'Union européenne. Et donc les deux solutions, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que quelqu'un qui arrivera au pouvoir fait ce référendum sur l'immigration, après il ne pourra pas l'appliquer. Donc dans ces cas-là, il y a deux solutions. Soit il se couche, comme ce qu'avait fait Alexis Tsipras en Grèce sur un autre sujet, ou soit il en tire les conclusions, il dit écoutez, l'Union européenne m'empêche d'appliquer ma politique en matière d'immigration, et bien dans ces cas-là, je fais un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Mais si on est honnête et sincère, en fait, le tout premier référendum qu'il y a à faire, c'est un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, avant même un référendum sur l'immigration. Et d'ailleurs, si on a fait le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, on peut appliquer après ses compétences migratoires, même sans référendum, parce qu'on a repris le contrôle. Donc c'est très important, lors de cette présidentielle, de bien expliquer cela, d'expliquer la nécessité, en fait, d'avoir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, de pousser tous les candidats là-dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment comme d'habitude à mettre un pouce bleu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager massivement la vidéo et bien évidemment n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur les chiffres, ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué et autres. Et si vous appuyez vous aussi ce combat pour pousser pour un référendum sur votre appartenance à l'Union européenne, bien évidemment je vous invite à adhérer à Génération Frexit, vous pouvez le faire sur generationfrexit.fr. Le lien sera en description, donc vous pouvez adhérer directement. Et je vous dis en tout cas à très bientôt, où on traitera tous ces sujets et toutes les préoccupations des Français à l'heure actuelle.